Bonjour, chers participants. Bienvenue au second module portant sur le cours en ligne sur la zone de libre-échange continentale africaine. L'objet de ce module est de discuter sur l'état actuel de la ZLECAf et les principales réalisations. Alors, quels sont les objectifs d'apprentissage? Les objectifs d'apprentissage sont de savoir ce qui a été accompli jusqu'à présent par les négociations de la ZLECAf et ce qui reste à faire, comprendre les objectifs et les principes qui sous-tendent la ZLECAf, décrire et analyser les principaux protocoles de la ZLECAf, notamment l'accord et le protocole relatif à la libre circulation des personnes, expliquer comment l'accord sur la ZLECAf est conforme à l'esprit de l'OMC. Alors, statut de la ZLECAf, de négociation sur la ZLECAf. Bien que le chemin de l'intégration régionale ait été difficile, parsemé de retards, d'objectifs manqués et d'un manque d'engagement, le lancement de la ZLECAf en un temps record est une réalisation rare. Lancé le 15 juin 2015 lors du 25e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les textes de l'accord de libre-échange africain et de ses protocoles sur le commerce des marchandises, le commerce des services et les règles et procédures de règlement des différends ont été conclus en moins de 3 ans, c'est-à-dire en mars 2018. Lorsque l'accord a été signé par 44 États membres lors du 10e sommet extraordinaire. Au cours des 16 mois suivants, toutes les annexes de l'accord ont été négociées. Certains, bien moins complètement, ont été négociés et ajoutés. Et d'autres États membres ont signé l'accord. Les négociations ont abouti en juin 2019 au lancement officiel de l'accord de libre-échange ZLECAf. La rapidité avec laquelle l'accord de libre-échange de la ZLECAf s'est concrétisé est remarquable dans ce domaine où les négociations s'éternisent généralement, prennent beaucoup de temps et d'efforts et vacillent souvent sans jamais entrer en vigueur. Par exemple, les négociations de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada ont duré 8 ans. En Afrique, plusieurs négociations d'accords de partenariat économique, APE, entre des gouvernements régionaux des pays africains et l'Union européenne n'ont pas donné de résultats tangibles plus de 14 ans après le début des négociations. La conclusion rapide des négociations de l'accord ZLECAf démontre donc l'appétit et l'engagement de toutes les parties à parvenir à un accord, ce qui contraste fortement avec l'engagement timide qui avait retardé les progrès de l'intégration régionale entre les serres. C'est d'autant plus impressionnant que les négociations ont dû naviguer dans un réseau complexe de questions critiques et sensibles, exacerbées par le chevauchement des adhésions, les niveaux de développement hétérogènes et la faible capacité technique de nombreux États membres. Le rythme de la ratification de la ZLECAf a également été remarquable. Au 1er avril 2019, un peu plus d'un an après la signature de l'accord, le seuil de 22 pays requis pour son entrée en vigueur a été atteint. La rapidité de ce processus de ratification est sans précédent dans l'histoire de l'Union africaine. Les États membres doivent maintenant profiter de cet élan pour passer à la phase suivante du processus d'intégration, c'est-à-dire l'union douanière continentale,
et atteindre progressivement l'objectif ultime d'un marché unique africain. L'étape suivante consiste à rendre la ZLECAf opérationnelle, notamment en facilitant les composantes techniques essentielles liées aux listes des concessions pour le commerce des marchandises, aux règles d'origine et aux listes d'engagement spécifiques pour le commerce des services. Il est également nécessaire d'étendre les ratifications à l'ensemble des 54 pays qui ont signé l'accord. À ce jour, 38 États membres ont déposé leurs instruments de ratification à l'Union africaine. La mise en œuvre efficace de l'accord exige que les engagements de libéralisation soient respectés et que des stratégies nationales soient mises en place pour atténuer les coûts et tirer parti des avantages découlant de l'accord de libre-échange. Enfin, il est important que la phase 2 des négociations sur les investissements, la concurrence et les droits de propriété intellectuelle soit lancée et achevée rapidement. Qu'en est-il de la structure de l'accord? L'accord ZLECAf comporte 3 niveaux. Il s'agit d'abord d'un accord cadre qui définit en termes généraux les objectifs et les intentions de l'accord, établit ses principales définitions et définit son champ d'application. L'accord cadre crée également le cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la ZLECAf avec l'Afrique et définit les procédures pour son administration. Cette couche fournit également des directives générales sur les principes de transparence et relie l'accord à d'autres instruments internationaux et régionaux pertinents. La deuxième couche comprend les protocoles de l'accord qui couvrent le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures de règlement des différends, les investissements, la politique de concurrence et les droits de propriété intellectuelle. Les protocoles constituent les principaux éléments de fond et de fonctionnement de l'accord, y compris ses obligations, intentions, objectifs, exceptions et dispositions intellectuelles. La troisième couche contient les annexes, les lignes directrices, les listes et les tableaux des protocoles. Ces derniers articulent les dispositions des protocoles en détail. Par exemple, l'annexe 1 détaille les listes exactes à utiliser pour la libéralisation tarifaire prévue aux articles 7 et 8 du protocole sur le commerce des marchandises. Dans certains cas, cette couche va plus loin en annexant des documents supplémentaires, tels que les appendices à l'annexe sur les règles d'origine ou des lignes directrices à l'annexe sur les recours commerciaux. Ces annexes peuvent établir de nouveaux arrangements institutionnels consacrés à l'administration et la mise en œuvre. Ces 3 niveaux créent un équilibre de droits et d'obligations visant à réduire ou à éliminer les obstacles au commerce et à l'investissement entre les États parties et à créer des bases communes pour traiter les questions liées au commerce. Il crée un système juridique fondé sur des règles pour régir les pratiques du commerce potentiel entre les États parties prenantes de l'accord sur la ZLECAf. Qu'en est-il des objectifs et principes directeurs de l'accord ZLECAf? Les articles 3 et 4 de l'accord définissent les objectifs généraux et
spécifiques de l'accord de libre-échange GLECAF. Pour ce qui est des objectifs généraux de l'article 3, il s'agit des biens et services facilités par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique inscrite dans l'agenda 2063. Il s'agit aussi de créer un marché libéralisé pour les biens et services par le biais de cycles de négociations successifs, contribuer à la circulation des capitaux et des personnes physiques et faciliter les investissements en s'appuyant sur les initiatives et les développements dans les États parties donc, et dans les serres. L'autre objectif est de jeter les bases de l'établissement d'une union douanière continentale à un stade ultérieur. Il s'agira aussi de promouvoir et atteindre un développement socio-économique durable et inclusif, l'égalité des sexes et la transformation structurelle des États parties. Enfin, il s'agit de renforcer la compétitivité des économies des États parties au sein du continent et du marché mondial, promouvoir le développement industriel par la diversification et le développement de la chaîne de valeur régionale, le développement agricole et la sécurité alimentaire, résoudre les défis posés par les adhésions multiples et les chevauchements et accélérer les processus d'intégration régionale et continentale. Pour ce qui est des objectifs spécifiques de l'article 4, il s'agira de l'élimination progressive des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des marchandises, la libéralisation progressive du commerce des services, la coopération dans tous les domaines liés au commerce, y compris les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence. Il s'agira aussi de la coopération en matière douanière et la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges. Également, la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends concernant les droits et obligations des membres. Et enfin, la mise en place et le maintien d'un cadre institutionnel pour la mise en œuvre de l'administration et l'accord de l'administration de l'accord de l'échange, de libre-échange ZLECAf. Alors, il existe l'article 5 qui régit les principes fondamentaux. Ici, notons que l'accord de libre-échange ZLECAf doit être régi par 12 principes fondamentaux. La ZLECAf doit être sous l'impulsion des États membres de l'Union africaine. Les accords de libre-échange des serres doivent être pris comme élément constitutif de l'accord de libre-échange avec l'Afrique. Il faudrait aussi prendre en compte la géométrie variable, prendre en compte une flexibilité et traitement spécial et différencié. Le principe de la transparence et divulgation des informations devrait être pris comme principe parmi les principes fondamentaux. Le principe de la préservation des acquis aussi. Le principe du traitement de la nation la plus favorisée, y compris le principe du traitement national, le principe de la réciprocité, le principe de la libéralisation substantielle, le consensus
dans la prise de décision et enfin les meilleures pratiques dans les serres, dans les États parties et les conventions internationales liant l'Union africaine. Ces principes visent également à rassurer les États membres sur le fait que les négociations s'appuieront sur les réalisations ou acquis des accords de libre-échange existants et les améliorations, et non à inverser ce qui avait été convenu précédemment. La géométrie variable et le traité spécial et différencié offrent aux États membres un certain degré de flexibilité pour prendre des engagements de libéralisation en fonction de leur situation socio-économique spécifique, sans contredire le principe d'une libéralisation substantielle. Cependant, malgré ces assurances, les négociations de l'accord de libre-échange avec l'Afrique ont été davantage guidées par les intérêts individuels des États membres que par les intérêts collectifs des serres. Alors, qu'en est-il donc des protocoles sur le commerce des marchandises? L'un des principaux objectifs du protocole sur le commerce des marchandises est de soutenir l'objectif de l'initiative BIAT, c'est-à-dire stimuler l'initiative du commerce interafricain, qui consiste à doubler le commerce intra-africain d'ici 2022 en éliminant progressivement les barrières tarifaires et non tarifaires, en améliorant les procédures douanières et en coopérant dans toute une série de domaines, notamment la facilitation des échanges et le transit, des obstacles non tarifaires, disons en particulier les obstacles non tarifaires tels que les obstacles techniques au commerce et les mesures sanitaires et phytosanitaires, ainsi que la promotion des chaînes de valeur régionales et la diversification en Afrique. Un autre objectif est d'harmoniser les dispositions des institutions commerciales africaines. Le protocole se compose de 32 articles couvrant divers sujets ayant des implications pour les échanges de marchandises et de 9 annexes qui font partie intégrante du protocole. L'un des principes fondamentaux qui sous-tendent la ZLECAf est celui du traitement national, c'est-à-dire un État partie accorde aux produits importés d'autres États parties un traitement non moins favorable que celui accordé aux produits nationaux similaires d'origine nationale après que les produits importés ont été dédouanés. Cela signifie que les gouvernements ne peuvent pas discriminer les produits importés sur le marché intérieur simplement parce qu'ils ne sont pas produits localement. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que le cœur du protocole sur le commerce des marchandises est l'article 7, qui oblige les États parties à éliminer progressivement les droits à l'importation et les taxes d'effet équivalent sur les marchandises originaires du territoire de tout autre État partie, conformément à la liste de concessions tarifaires. Après de nombreux débats, il a été convenu que 90% des lignes tarifaires sont libéralisées dans les 5 ans. Ils ont 10 ans aussi pour les pays les moins avancés, suivant l'entrée en vigueur de l'accord. Sur les 10% restants des lignes tarifaires, 7% seront désignés comme produits sensibles soumis à des périodes d'élimination progressive plus longues et 3% comme produits exclus
pour lesquels aucune concession tarifaire n'est offerte. Dans l'esprit de la libéralisation des échanges, il est en outre convenu que la liste d'exclusion sera limitée à un maximum de 10% de la valeur totale des importations des autres États parties. Le protocole prévoit certaines autres exceptions, notamment pour les marchandises faisant l'objet de recours commerciaux, notamment dans l'annexe 9. Elle permet également aux États parties de modifier leur liste de concessions tarifaires, mais uniquement s'ils maintiennent un niveau général d'engagement non moins favorable que les engagements initiaux, dans l'article 11. Cela vise à garantir qu'il n'y aura pas de recul sur les engagements de libéralisation. Pour ce qui est des règles d'origine, celles-ci ont été une question particulièrement épineuse dans les négociations. Elles sont complexes par nature et controversées car les pays exportateurs sont susceptibles de faire pression pour des règles plus souples, alors que d'autres peuvent être enclins à protéger. Les pays dont la capacité institutionnelle est faible ont généralement tendance à privilégier des règles plus simples qui facilitent le suivi et l'application. Les règles d'origine sont essentielles pour garantir que les préférences tarifaires découlant de l'accord ZLECAf ne bénéficient qu'aux marchandises fabriquées dans les États membres. Il précise les critères et les conditions pour qu'un produit soit considéré comme fabriqué dans une partie de l'accord de libre-échange. En gros, il existe deux méthodes pour déterminer le caractère originaire d'un produit. Il peut être entièrement obtenu, c'est-à-dire entièrement produit sur le territoire d'un État partie, l'article 5 de l'annexe 2, ou suffisamment travaillé ou transformé, c'est-à-dire qu'une valeur suffisante a été ajoutée au produit selon des critères convenus. Les règles d'origine sont principalement conçues pour empêcher le contournement des tarifs douaniers. Plus généralement, elles visent également à approfondir l'intégration des marchés régionaux et continentaux, à stimuler le commerce intra-africain, à promouvoir les chaînes de valeur régionales et continentales et à favoriser la transformation économique du continent par l'industrialisation. Les règles d'origine exigent donc une coopération étroite entre les États parties. À cette fin, la partie 4 de l'annexe 2 est consacrée à la coopération douanière et à l'assistance administrative mutuelle en matière de vérification de l'origine. Les règles d'origine de la ZLECAf établissent un juste équilibre entre l'efficacité et la facilité de mise en œuvre. La tendance à la clémence permet aux fabricants africains de bénéficier des préférences de la ZLECAf et de démontrer leur conformité à un coût relativement faible. En outre, les règles d'origine de la ZLECAf harmonisent les règles au niveau des serres et s'appuient sur elles, ce qui permet de préserver l'acquis et de conserver un certain degré de familiarité avec les règles existantes, ce qui devrait faciliter le respect et la mise en œuvre. Qu'en est-il des barrières non tarifaires? Le taux de droit
effectivement appliquée pour l'ensemble de l'Afrique est passée de 20% en 1997 à 18,8% en 2016, avec une moyenne d'après le Fonds monétaire international en 2019. Cependant, les barrières non tarifaires restent élevées et omniprésentes sur le continent. L'équivalent ad valem donc des barrières non tarifaires en 2016 allait d'environ 180% pour l'Afrique du Sud à plus de 400% pour le Botswana. Ainsi, à mesure que le niveau général des droits de douane a baissé, les barrières non tarifaires sont devenues une contrainte plus importante pour le commerce. En conséquence, le protocole sur le commerce des marchandises accorde une attention considérable à l'élimination des barrières non tarifaires en mettant l'accent sur les disciplines communes qui affectent le commerce, telles que les obstacles techniques au commerce, c'est dans l'article 14 et l'annexe 6, et les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont inscrites dans l'article 15 et l'annexe 7. L'article 13 charge les États parties d'élaborer des plans ou des matrices d'élimination des barrières non tarifaires assorties de délais, classés par ordre de priorité en fonction de leur impact potentiel sur le commerce intra-africain. L'annexe 5 prévoit la mise en place de mécanismes et de comités institutionnels à différents niveaux pour identifier, faire des rapports, résoudre, surveiller et éliminer les barrières non tarifaires dans les pays membres. Plus précisément, l'article 14 enjoint à l'unité de coordination des barrières non tarifaires, c'est au secrétariat de la ZLECAf, de publier des rapports trimestriels ou des mises à jour sur l'élimination des barrières non tarifaires dans les pays membres. Qu'en est-il donc des facilitations, de la facilitation du commerce? 3 annexes distinctes traitent de la facilitation donc des échanges, définies comme la mise en œuvre des dispositions relatives aux échanges de marchandises par les douanes et les autres organismes aux frontières, à savoir l'annexe 3, coopération douanière et assistance administrative mutuelle, l'annexe 4, facilitation des échanges, et l'annexe 8, transit. Ces annexes sont globalement conformes à l'accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, tel que précisé dans les articles 5, 8 et 10 du GATT. L'annexe 3 fournit un cadre pour la simplification et l'harmonisation des droits des procédures douanières au niveau continental en utilisant les normes internationales dérivées de l'Organisation mondiale des douanes et de l'OMC. Les dispositions de fond de l'annexe 4, facilitation des échanges, sont basées sur le texte de l'accord sur la facilitation des échanges, AMF, qui a été adopté lors de la conférence trimestrielle de Bali en 2013 et est entré en vigueur en 2017. Cependant, la langue est parfois adoucie pour s'adapter au contexte africain. Ainsi, par exemple, alors que l'accord pour la facilitation des échanges oblige les États membres à publier des informations sur les procédures et les restrictions en matière de commerce et de transit, les taux de douane, de droits et de taxes appliquées, etc., l'annexe 4
exige seulement que les États parties pour l'Afrique publient ces informations sur Internet dans la mesure du possible. Dans d'autres cas, certaines dispositions qui figurent dans l'accord de libre-échange sont totalement omises dans l'annexe 4 de l'accord sur la ZLECAf. Alors, qu'en est-il des recours commerciaux? Les dispositions relatives aux recours commerciaux décrivent les moyens et procédures dont disposent les États parties pour appliquer des droits à l'importation correctifs, par exemple pour répondre à des poussées d'importation dommageables ou à une concurrence déloyale causant des préjudices matériels à l'économie importatrice. L'annexe 9 définit les circonstances dans lesquelles de telles mesures peuvent être prises et les processus qui régissent leur application. Notamment, c'est dans l'article 4, c'est dans les articles 4 à 9 de cette annexe. Il s'inspire largement donc, des accords de l'OMC régissant les recours commerciaux, étant donné que la plupart des États parties de la ZLECAf ne disposent pas des structures institutionnelles et législatives et par conséquent d'une quelconque expérience en matière de recours commerciaux. Qu'en est-il donc des protocoles sur le commerce des services? Alors que la plupart, alors que la part de l'agriculture dans le PIB a diminué et que le secteur manufacturier stagne en Afrique, la part des services dans l'emploi total et le PIB augmente, entraînant une valeur ajoutée et fournissant des intrants essentiels pour stimuler d'autres activités économiques. En outre, l'accent traditionnel mis sur les biens en choix occulte le fait que les services représentent une part importante de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière. Par exemple, une étude sur une boulangerie de Hong Kong suggère que 70% de la valeur d'un pain est constituée de services. C'est dans l'étude de Chen Low et Sid en 2014. Mesure en termes de valeur ajoutée et le commerce des services représente plus de la moitié du commerce mondial. Bien que le secteur des services représente au moins 50% du PIB dans de nombreux pays africains et plus de 70% dans certains d'entre eux, le commerce des services en Afrique reste faible et le commerce intra-africain des services encore plus faible. Les obstacles au commerce des services en Afrique couvrent tout l'univers des mesures potentielles qui restreignent l'accès des étrangers au marché intérieur des services. Il s'agit de mesures telles que les quotas et les exigences de contenu local, comme les exigences de nationalité, de résidence et de visa, les mesures fondées sur les coûts, comme les taxes d'entrée et de sortie, les droits de visa et de licence et les droits de douane sur les biens liés à la fourniture des services, l'accès discriminatoire à l'information et aux canaux de distribution, les subventions qui faussent les échanges dans les secteurs tels que la construction, les transports, les communications, la santé et l'éducation, le manque de transparence dans les marchés publics et les mesures gouvernementales, par exemple les procédures d'immigration,
et les normes techniques et les procédures de licence dans certains secteurs comme les services professionnels. Le protocole sur le commerce des services vise à rectifier donc cette situation. Ses principaux objectifs, entre autres, sont d'améliorer la compétitivité des services en Afrique, notamment par la libéralisation du commerce des services, de favoriser les investissements étrangers et de promouvoir le développement industriel par le biais des chaînes de valeur régionales. Le protocole vise à créer un marché unique libéralisé pour le commerce des services par deux voies. Un cadre pour la libéralisation progressive des services des disciplines communes. Pour détailler des états partis dans chaque secteur de service et pour chaque mode de prestation de service sectoriel substantiel afin de répondre aux exigences de l'article 5 de l'accord général CS de l'OMC. Lors du premier cycle de négociation, les ministres sont d'accord sur 5 secteurs de services prioritaires. Les services aux entreprises, y compris les services professionnels, les services de communication, les services financiers, le tourisme et les transports. Dans l'ensemble, le protocole suit une approche AGCS dans ses obligations et disciplines générales. C'est dans l'article 4 à 17, notamment en ce qui concerne la clause de la nation la plus favorisée, la transparence, le traitement spécial et différencié, la réglementation intérieure et la reconnaissance mutuelle. Dans le domaine de la libéralisation progressive, partie 5, le protocole reprend l'esprit général des dispositions de l'AGCS relatives à l'accès au marché et au traitement national. Les pays ont également convenu de compléter leurs engagements dans tous les secteurs par des cadres communs de coopération réglementaire sectorielle. Par exemple, dans le secteur des transports aériens, les États partis, en plus de se conformer au protocole sur le commerce des services de l'accord ZLECAf, devront veiller à préserver l'acquis du marché unique africain du transport aérien, SAATM, en 2018, en tant que principe donc général. Un autre bon exemple est le protocole de l'Union africaine sur la libre circulation des personnes qui a été signé par 30 États membres lors du sommet de mars 2018. Elle complète et soutient donc l'appel lancé par la ZLECAf à ses membres pour qu'ils négocient des accords de reconnaissance mutuelle et promouvent donc la liberté de circulation de la main-d'œuvre et des capitaux en tant qu'étape essentielle vers un marché unique. Alors, qu'en est-il donc du protocole sur le règlement des différends? Un mécanisme efficace de règlement des différends MAD est essentiel pour assurer la prévisibilité et la sécurité d'un accord commercial régional tel que l'AFC Afrique.
Le protocole sur les règles et procédures pour le règlement des différends prévoit l'administration du mécanisme de règlement des différends établi conformément à l'article 20 de l'accord ZLECAf. Il vise à garantir que le processus de règlement des différends est transparent, responsable, équitable, visible et conforme aux dispositions de l'accord. Le protocole, la création d'un organe de règlement des différends, ORD, avec des directives claires sur sa composition, son mandat, ses fonctions et ses procédures. En outre, il habilite l'ORD à mettre en place un organe d'appel permettant, disons, permanent pour traiter tout grief découlant des recommandations de l'ORD. Alors, qu'en est-il du protocole sur la libre circulation des personnes? La libre circulation des personnes à travers l'Afrique a été une priorité dans l'agenda de l'intégration régionale, principalement en raison des gains commerciaux potentiels qui y sont donc associés. La libre circulation des personnes peut conduire à une répartition optimale des talents par-delà les frontières et encourager le tourisme régional en stimulant la croissance économique dans les pays bénéficiaires et en augmentant les transferts de fonds dans les pays d'origine. Le succès de l'Afrique dans la promotion de la liberté de circulation a été mitigé. Au niveau des serres, la CAE et la CEDEAO ont été les champions de la liberté de circulation des personnes. Toutes deux ont un protocole relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement dans leur traité fondateur, même si des progrès significatifs sur le terrain n'ont été réalisés que beaucoup plus tard. D'autres serres ont eu moins de succès, même lorsqu'elles ont adopté un protocole dans ce domaine. C'est le cas, par exemple, de la CEDEAO donc, et du COMESA, qui ont tous deux un protocole sur la libre circulation des personnes. Cependant, peu de pays membres l'ont signé et encore moins l'ont mis en pratique. De même, la région tripartite a élaboré un accord sur la circulation des hommes d'affaires distinct de l'accord de libre-échange sur cette partie donc régionale. Toutefois, une proposition visant à ce que les pays membres de la tripartite délivrent des visas à l'arrivée n'a pas pu être acceptée par toutes les parties. Le protocole relatif à la libre circulation des personnes au droit de résidence et au droit d'établissement a été adopté par le 30e sommet de l'Union africaine en janvier 2018 et signé par 30 États membres lors du 10e sommet extraordinaire de l'Union africaine en mars 2018, où il a été ouvert à la signature en même temps que l'adoption de la ZLECAf. On s'attend à ce que le protocole soutienne la création de la ZLECAf et facilite la transition vers la communauté économique africaine. Cet objectif doit être atteint en 3 phases. C'est dans l'article 5, sans délai fixe comme suit. Phase 1, mise en œuvre du droit d'entrée et suppression de l'obligation de visa. Phase 2,
mise en œuvre du droit de séjour. Phase 3, mise en œuvre du droit d'établissement. Le protocole enjoint aux États parties de ne pas faire de discrimination à l'égard des ressortissants de notre pays État membre qui entrent, résident ou s'établissent dans le territoire. Malgré l'intention de supprimer l'obligation de visa, le protocole ne contient aucune disposition relative au visa. Les États membres sont toutefois encouragés à délivrer des documents de voyage valables à leurs ressortissants afin de faciliter la libre circulation, inscrit donc dans l'article 8. Le protocole prévoit que les ressortissants d'un État membre peuvent chercher un emploi dans un autre État membre sans discrimination, inscrit donc dans l'article 14, et que le droit de séjour et d'établissement est soumis aux lois des politiques de l'État membre d'accueil. C'est inscrit donc dans les articles 16 et 17. Dans le domaine de la reconnaissance mutuelle, notamment des qualifications, le protocole vise à établir un cadre continental des qualifications, mais reste évasif sur la manière dont cela sera donc réalisé. Qu'en est-il donc de l'alignement sur les accords de l'OMC? L'accord donc ZLECAf est pleinement conforme à la lettre et à l'esprit donc des accords de l'OMC. Par conséquent, sa mise en œuvre n'interférera en aucune façon avec les obligations ou engagements de l'OMC pour les 44 pays africains qui en sont membres, ni ne les diminuera. En effet, l'accord ZLECAf étendra la discipline de l'OMC aux non-membres, ce qui pourrait les aider à mieux se préparer à l'adhésion à terme, tout en bénéficiant donc de la prévisibilité offerte par un système fondé sur des règles dans l'intervalle. Il faudrait juste noter que les pays signataires de l'accord ZLECAf, dans l'ensemble de ces pays, tous les pays ne sont pas donc membres de l'OMC. Théoriquement, les accords commerciaux régionaux tels que l'accord de libre-échange en Afrique sont en contradiction avec les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national de l'OMC. La clause de la nation la plus favorisée, article 1 du GATT, article 2 de l'AGCS, exige que tous les membres de l'OMC traitent leurs partenaires commerciaux, qu'ils soient ou non membres donc de l'OMC, de manière égale et non discriminatoire. Le principe du traitement national qui est inscrit dans l'article 3 du GATT, article 17 de l'AGCS, interdit aux membres d'accorder aux biens et services nationaux tout type de traitement préférentiel par rapport aux biens et services étrangers. Toutefois, l'OMC reconnaît que les accords commerciaux régionaux agissent comme des mécanismes de facilitation du commerce entre les territoires consécutifs et prévoit donc une exception au principe de la nation la plus favorisée dans l'article, dans l'article 24 du GATT, pour autant que certaines conditions soient remplies, notamment la condition selon laquelle un accord commercial régional doit couvrir l'essentiel des échanges commerciaux. De même, l'article 5 de la GCS permet aux accords commerciaux régionaux d'étendre le traitement
préférentiel au commerce des services pour autant que les conditions de couverture sectorielle substantielle et d'absence ou d'élimination de toute discrimination substantielle soient remplies. En outre, les accords commerciaux régionaux sont également reconnus par l'OMC dans le cadre de la clause d'habilitation qui permet aux pays en développement de faire preuve de souplesse dans leurs engagements à l'égard de l'OMC. Les membres de l'OMC sont tenus de notifier à l'OMC les accords régionaux commerciaux qu'ils ont conclus. La partie 3 de l'accord ZLECAf définit les dispositions institutionnelles et les pouvoirs et procédures de décision qui régiront la mise en œuvre donc, de l'accord ZLECAf. Il reflète les dispositions correspondantes à l'OMC. Bien que ces éléments ne soient pas directement pertinents pour la conduite du commerce et des investissements, ils sont essentiels pour résoudre les différends, ce qui permet de maintenir la pertinence et l'efficacité de tout accord commercial. Enfin, le protocole sur les règles et procédures régissant le règlement des différends suit de près les institutions et les processus donc, de l'organe de règlement des différends donc, de l'OMC. Donc voilà un peu les éléments de ce module. Merci pour votre attention et à bientôt pour le prochain module.